que je suis pour Mao contre Liu Shaoxi. J'ai mon vrai bière de révolutionnaire. Dans tous les bouges, moi je bois des cartes rouges. Le carde rouge, c'est la boisson du garde rouge. J'ai juste une question de compréhension. Tout à l'heure, quand vous expliquiez l'exploitation à partir du temps de travail socialement nécessaire. Je n'ai pas saisi ensuite comment il y a un temps de travail socialement nécessaire, mais comment ce temps de travail socialement nécessaire induit une exploitation, une plus-value. Il faut que je reprenne le micro. On entend là? Ouais, ça ira. Oui. Le temps de travail socialement nécessaire est ce qui permet d'identifier la valeur d'une marchandise. C'est-à-dire que dans les formes premières de l'aliénation capitaliste, les formes les plus rudimentaires, les hommes ont troqué. Et le troc, spontanément, dans une immanence aliénatoire, attribuait le fait que 2 marteaux valaient grosso modo 10 tournevis. C'était l'appréciation immanente de l'aliénation en mouvement qui montrait que le temps socialement nécessaire à ces 2 objets était équivalent à ces 4 objets. Mais dès lors que je ne suis plus dans une communauté de l'être qui produit pour ses besoins humains et que je suis dans une société de l'avoir qui produit pour l'échange, et en particulier dans la société capitaliste, si je vends, c'est pour réaliser en argent un profit. Et le profit découle du fait que, dans le cadre de cette dynamique aliénatoire du temps de travail socialement nécessaire, quand a été payée l'intégralité de ce qui a mis en marche le procès de travail, il y a une partie qui n'est jamais payée, qui correspond au surtravail ouvrier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on délocalise à tout va. Pourquoi délocalise-t-on à tout va? Parce que, en Europe, dans le cadre des luttes de classe radicales qui ont existé, on a produit un ouvrier communard combatif qui, même s'il est toujours dans l'aliénation et dans la servitude, a négocié des taux d'exploitation qui sont relativement hauts. En Chine, le taux est beaucoup plus bas. Donc, je délocalise en Chine. Mais dans le même temps, comme les Chinois commencent à produire de la lutte des classes, je délocalise ce que j'avais mis en Chine maintenant vers le Laos. Donc, le rythme des évolutions de la délocalisation nous indique les niveaux des taux d'exploitation. Dans le même genre de question, il y a le capitalisme crée du codage sur la marchandise et crée de l'argent par le codage. C'est-à-dire que vous marquez Nike sur un t-shirt qui vaut 1 euro et vous vendez 100 euros. C'est mettre du code, mettre du néant, et ça fonctionne très bien. Alors ça fonctionne, mais alors là, Marx développe quelque chose de très important qui est le concept de travail productif et de travail improductif. L'une des contradictions majeures en période de domination réelle, c'est que pour produire de la valeur, il est simultanément conduit à avoir de plus en plus de charges improductives. Le travail d'un mineur est productif parce qu'il produit de la plus-value. Le travail d'une agence de pub est totalement improductif. L'agence de pub va d'ailleurs être payée sur les excroissances de travail que le prolétaire minier aura produit. Mais pourtant, le capital est tellement coincé dans ses contradictions qu'il est obligé de développer de plus en plus de secteurs improductifs. Parce que la pub est totalement improductive, mais aujourd'hui on ne peut plus fonctionner sans pub. C'est-à-dire que c'est le serpent qui se mord la queue. Au summum de sa domination réelle, le capital, Marx le dit, s'invalide lui-même. Il génère de plus en plus d'entraves à sa propre réalisation, parce que comme il ne peut plus fonctionner, chaque fois qu'il ouvre un cheminement de fonctionnement supérieur, c'est finalement une entrave encore plus forte. Oui. Alors, il y a toute la problématique au niveau de l'immigration, comme quoi on a fait venir l'armée de réserve d'immigrés pour faire migrer la conscience radicale hors du logos européen, enfin radical. Et en fait, je me demande si au fur et à mesure que la crise va s'aggraver, est-ce que, à l'inverse de ce que la classe capitaliste voulait, c'est-à-dire faire migrer la conscience radicale hors du continent européen, on ne va pas contaminer, enfin, on ne va pas transmettre aussi, on va pas transmettre aux immigrés
qui n'ont jamais connu dans l'histoire, enfin dans leur histoire, toutes les histoires insurrectionnelles, et justement qu'il y ait les Européens et les extra-européens qui ensemble se mettent contre, créent des mouvements insurrectionnels, un peu comme dans la Commune de Paris, 68, tout ça, quoi. Alors, vous avez raison, justement, on n'en a pas parlé, mais je vais en parler un peu. Marx développe énormément ce qu'il appelle la critique radicale de l'immigration, parce que justement, dans le cadre du développement du capital, l'immigration comme armée de réserve du capital est un enjeu majeur qui est développé dans le livre 1 du Capital. Alors, il y a deux aspects. Il y a d'abord la spécificité du continent européen, et ensuite le problème de la main-d'œuvre immigrée. Alors, Marx, à la suite de Hegel, définit des continents du temps immobile et des continents du temps dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les continents du monde ont connu les communautés organiques. Dans tous les continents du monde, pendant des millénaires, il y a eu des communautés organiques qui ignoraient la division, la césure, la propriété, l'argent, la religion, etc. Mais il s'est créé des spécificités spécifiques, en particulier en Afrique et en Orient. C'est-à-dire que quand s'est décomposée la communauté organique, on a vu apparaître ce que Marx appelle le despotisme oriental, c'est-à-dire des structures étatiques ou para-étatiques qui ont enfermé les gens dans un rapport de hiérarchie spécifique à travers des normes politiques et religieuses qu'il appelle du temps immobile. Ce qui explique que sur les continents asiatiques et africains, vous n'avez jamais eu de subversion radicale pour remettre en cause l'État et l'argent, mais toujours des luttes internes à la logique de l'État et de l'argent, c'est-à-dire que toutes les insurrections, par exemple paysannes, qu'a connu l'Orient ou qu'a connu l'Afrique, visaient simplement à changer les tenanciers du pouvoir, mais il n'y avait jamais une remise en cause radicale de l'État, de l'argent et du pouvoir. Il s'est passé quelque chose de très spécifique en Europe, et c'est pour ça que Hegel et Marx parlent de ce continent du temps radical, c'est qu'au moment de la décadence romaine, quand l'Empire romain, effectivement, a terminé son effritement, il est sorti de la forêt germanique des communautés totalement archaïques, de communautés communistes radicales. Ce qui fait que le champ féodal européen s'est constitué autour des communaux. La masse germanique en mouvement sur les vestiges de l'Empire romain en décomposition a créé dans toute l'Europe occidentale, à travers les migrations germaniques, les communaux. Et les communaux, ce n'était pas simplement de la terre, c'était des communaux ontologiques qui ignoraient la division et la propriété. Ça veut dire qu'à partir du moment où les premières structures féodales se mettent en marche, postérieurement à Clovis, jusqu'en 1789, et c'est pareil dans toute l'Europe, l'Europe est à feu et à sang, parce que constamment, de jacquerie en jacquerie, la paysannerie s'insurge. Et elle ne s'insurge pas pour dire on voudrait un meilleur seigneur, elle s'insurge sur la base d'une spiritualité pagano-christique qui dit nous voulons la communauté des biens radicales. Ce qui explique que quand émerge en 1844-1848 le programme communiste radical de l'abolition de l'argent et de l'abolition de l'État, et qu'il produit la Commune de Paris, il produit en Europe une sédition particulière qui va, à travers toute l'Europe, produire jusqu'à mai 68 un incendie social permanent avec non pas simplement on veut plus de thunes, mais on veut l'abolition du salariat. Et mai 68 a été un événement majeur parce que le patronat automobile, Bouygues, à ce moment-là, de concertation pointue avec Pompidou et un certain nombre de réseaux financiers, ont décidé de substituer au prolétariat européen communard de radicalité spécifique un prolétariat africain, nord-africain ou oriental qui venait de continents du temps immobile. Alors, je vous rassure, Bouygues, les PDG de Peugeot, Talbot, etc., ils n'avaient pas une conscience radicale, ils n'avaient pas lu Hegel, ils n'avaient pas lu Marx, mais ils avaient très très bien compris dans l'immanence perceptive qu'en allant chercher des gens qui venaient d'un continent où la contestation radicale n'existait pas, ils allaient pouvoir neutraliser les luttes de classe radicales. Mais ce qui est très intéressant, alors c'est ce que Marx dit dans le livre 1 du Capital, quand il dit, et c'est pareil pour la mise au travail des femmes. Marx, dans le livre 1 du Capital, dit au moment où la crise du capital est de plus en plus explosive et de plus en plus radicale, il faut substituer par un remplacement à l'ouvrier américain 3 Chinois,
à l'ouvrier de femmes, c'est-à-dire que la mise au travail des femmes dans la modernité de la domination réelle et la mise au travail de continents immigrés qu'on a fait monter vers le nord, c'est l'expression dialectique du grand remplacement qui est mis en marche par le capital. Le grand remplacement, alors, il y a des auteurs qui parlent de grand remplacement, mais le grand remplacement, il n'a pas pour objet qu'il n'y ait plus de blanc. Le capital s'en fout. Il a pour objet qu'il n'y ait plus de radicalité. Et, alors, je vais titiller un peu les hommes et les femmes qui ont une mythologie du samouraï. Pourquoi au Japon, il n'y a pas d'immigration? Ben, Marx répond par anticipation. Parce que la servitude du despotisme oriental japonais dans l'ordre des docilités samouraïs fait qu'il n'y a pas de grève radicale dans les usines japonaises. Il n'y a pas besoin d'immigrer dans les usines japonaises. Le temps immobile de la servitude traditionnelle japonaise fait qu'il n'y a pas de grève. Par contre, mai 68 a été la grande frayeur du patronat occidental, parce qu'en mai 68, quand Georges Séguy est revenu chez Renault en disant il faut reprendre le travail, ce n'est pas deux types qui ont gueulé, c'est des masses entières de gens qui voulaient maintenir les occupations d'usines et qui disaient nous voulons un autre monde. Vos accords de Grenelle qui nous donnent des miettes supplémentaires, on n'en veut pas. C'est cette radicalité-là qui a fait peur au patronat et qui explique le grand remplacement. Le grand remplacement a pour objet de faire disparaître l'ouvrier communard européen subversif et révolutionnaire. Mais votre question est intéressante parce que dans le même temps où le patronat imaginait que dans les banlieues immigrées, on n'aurait que des dociles infinis, il se crée des générations nouvelles qui sortent des œillères religieuses et patriarcales traditionnelles, et vous avez des immigrés qui découvrent Hegel, qui découvrent Marx, et qui se disent, mais finalement, je ne suis pas prisonnier d'où je viens, je peux devenir ce que je suis au-delà de ce que je suis. Et vous avez aujourd'hui des hommes du continent immobile qui rentrent intellectuellement dans le continent mobile. Donc... Est-ce que vous voyez par exemple tout ce qui se fait avec Dieudonné, tout ça, comme quelque chose dans cette direction plutôt? Alors c'est quelque chose dans cette direction, parce que le rire de Dieudonné, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un missile profondément radical et profondément critique. On peut voir le rire de Dieudonné à deux niveaux. Un samedi soir, à 3 ou 4 copains, on va rigoler avec Dieudonné. Bon, mais on ne rigole pas neutralement avec Dieudonné, parce qu'il faut se rappeler que Dieudonné a été initialement au cœur stratégique des dominations du capital. Les dominations du capital, elles sont simples. Les groupes radicaux issus de Marx, qui se sont battus pendant des années, en particulier Orwell, Barcelone, le groupe Bilan, en mai 1937 à Barcelone, c'est la République démocratique et stalinienne qui a massacré les ouvriers insurrectionnels. Il ne faut pas oublier que Barcelone 1937, George Orwell, Simone Veil, c'est l'incandescence du mouvement ouvrier qui est massacré par les antifascistes. Les groupes radicaux nous ont appris une chose, c'est que la religion du capital au XXe siècle, c'était l'antifascisme. L'antifascisme au XXe siècle a été la religion du capital, grâce à laquelle il a liquidé ces secteurs archaïques et grâce auquel il a liquidé les prolétaires barricadiers de Barcelone. L'antiracisme est la religion du capital du XXIe siècle. C'est-à-dire que l'antiracisme a eu pour objet de neutraliser la lutte des classes dans la radicalité de désignation de l'armée de réserve immigrée qui arrivait. Grâce à l'antiracisme, le prolétariat combattant d'Europe a été interdit de perception de la situation mise en mouvement pour remplacer sa radicalité par de la soumission. Mais là où votre question est très intéressante, c'est que du fin fond des mouvements maintenant qui peuvent émerger des banlieues immigrées, il y aura des intelligences critiques en mouvement qui sortiront des enfermements ataviques de leur histoire. J'ai vu 4 doigts en même temps. Le premier. J'ai une question par rapport à... C'est peut-être une question ontologique. C'est sur, d'une part, il y a la nature, il y a l'être, la communauté des êtres, qui serait quelque part dans notre nature. Et d'autre part, il y a ce méchant capital qui vient du moment qu'il y a de l'échange. Et on a l'impression, alors j'ai pas lu beaucoup de Marx, mais j'ai l'impression que chez Marx, on trouve souvent une scission entre les deux, comme si ça ne faisait pas partie de notre être, comme si l'égoïsme, l'insatiabilité, tout ça ne provenait pas du fond de notre être et produit ça. Parce qu'il y a une question là-dessus, il y a un exemple que je vais donner, c'est par rapport aux chasseurs-cueilleurs, et même avant, chez les chimpanzés, ou chez les... Parce qu'ils sont beaucoup après, mais quand même, parce que chez les chimpanzés, vous avez l'échange.
vous avez du troc, vous avez de l'épouillage contre de la protection. Par exemple, un jeune va épouiller pour soigner, va épouiller un dominant, et le dominant va le protéger. Ou alors, celui qui a chassé la proie, il va la partager avec la femelle qui va se présenter pour du sexe. Ce que nous avons après chez les êtres humains. Donc là, il y a quand même l'échange, il y a déjà le troc, il y a déjà produire au-delà de son propre besoin, pour avoir quelque chose en... Donc, où est-ce qu'il y a la ligne, où est-ce qu'on tranche là? Donc, où est-ce que commence l'aliénation par le capital, ce qui va devenir le capital, et où est-ce qu'on est encore dans la communauté de l'être qui serait plutôt notre nature plus communautaire, ou notre nature plus altruiste peut-être? Comment est-ce qu'on conçoit ça, ou comment est-ce que Marx voit ça justement, la question de l'égoïsme? Est-ce que c'est, selon Marx, inhérent à l'humanité ou non? Alors, l'égoïsme n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les espaces d'égoïsme. C'est comme quand quelqu'un vous dit « Ah, mais dans un groupe, il y a toujours quelqu'un qui veut être le chef. » Dans un groupe, quelqu'un veut être le chef quand il y a un espace pour être le chef. Ce qui est très intéressant, c'est l'exemple d'Arminius chez les Germains. Tacite nous a beaucoup parlé des groupes germaniques de la forêt profonde, les groupes archaïques. Arminius est donc un fils, non pas de chef, parce que toutes les traductions sont biaisées. Quand par exemple vous lisez les textes grecs, basileus, ça ne veut pas dire roi. Basileus, ça veut dire représentant. Et à une étape supérieure de décrépitude, ça a voulu dire roi. Et Arminius n'est pas chef, Arminius est représentant. C'est au moment des conflits sur les limes, les légions romaines ont emmené Arminius à Rome, et Arminius a été élevé comme un petit Romain. Et quand Arminius revient dans sa tribu germanique, c'est le moment de la grande insurrection contre les légions de Varus. Et Arminius est délégué par toutes les tribus comme meneur de guerre. Mais meneur de guerre, chez les Germains, ça veut dire que c'est comme chez les Chiots, et comme chez les Sioux et chez les Cheyennes. Ça veut dire que tu vas conduire l'opération sous mandatement impératif. Il ne faut pas que ça te monte à la tête. Dès que l'opération est terminée, l'immanence du groupe, t'es rien. Arminius va vouloir imposer la chefferie, parce qu'il a vécu dans des espaces de chefferie à Rome, qui étaient complètement inconnus du groupe germanique archaïque. Que croyez-vous que le groupe germanique archaïque a fait à Arminius? Ils l'ont tué. Ils lui ont dit « Tu nous emmerdes, Arminius. Tu as rempli ta fonction de représentant pour un combat donné, tu ne seras plus rien. » Alors, j'ai vu que vous aviez l'entraide de Kropotkin, mais il y a aussi un très bon texte de Kropotkin sur les animaux. Et il montre que justement, il y a une réciprocité dont vous parliez, qui n'est pas un échange. Il y a dans le groupe traditionnel animal des réciprocités comportementales qui fonctionnent dans un équilibre générique total. C'est-à-dire que les épouillages, les relations d'aide ne sont pas un échange. Ce sont des réciprocités solidaires, mais qui ne sont pas dans l'ordre de l'échange, parce qu'elles n'introduisent pas une reproduction de domestication. Elles n'introduisent pas l'argent. Alors, l'argent, le troc, si vous voulez, ce que Hegel et Marx nous ont montré, c'est qu'il ne peut pas y avoir de communisme, c'est-à-dire de communauté générique humaine. Communisme, alors je le répète, communisme, ce n'est pas le capitalisme d'État soviétique, puisque les premiers qui ont été massacrés là-bas, c'était justement des militants communistes qui dénonçaient le bolchevisme comme capitalisme d'État. C'est-à-dire qu'avant de tuer les gardes blancs, on a tué les marins révolutionnaires qui disaient le bolchevisme est une imposture capitaliste. Les premiers morts en Russie bolchevique, ce sont des ouvriers insurgés contre le mensonge capitaliste bolchevique. Donc il faut bien remettre les choses à leur place. Donc Hegel et Marx montrent que, et surtout Marx dans la dynamique sociale de ce qu'est le communisme, qu'il présuppose l'universalité. Le communisme est universel ou il n'est pas. Pourquoi les communautés premières ont dégénéré? Pas parce qu'il y a eu un truc bizarre, parce qu'il y a une logique inhérente à la localité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les groupes communautaires, organiques premiers, sont entrés en relation, ils sont rentrés en relation dans une dimension de non-universalité. Ils sont donc entrés dans une relation de césure, de fractionnement et de division. Le groupe Sioux est communiste radical, le groupe Pony est communiste radical, mais quand un Pony rencontre un Sioux, il se tape sur la tête. Et quand ils ne se tapent pas sur la tête et qu'ils rentrent en relation, ils vont troquer. Mais le troc, c'est un pré-échange. Et à partir du moment où le troc se généralise en pré-échange et en échange, il commence de groupe à groupe. Il n'y a pas de troc à l'intérieur du groupe.
C'est un groupe qui troque avec un autre groupe. Mais par ricochet interne, le troc qui se faisait de groupe à groupe va commencer à prendre un mouvement au sein du groupe et il va déstructurer le groupe. Donc l'émergence de la trifonctionnalité dans le champ du néolithique, il émerge du troc qui ricoche dans le groupe et qui produit des césures. Et ça, Engels l'explique très bien dans l'origine de la famille et de la propriété. Il y a 2 gros chapitres sur Rome et sur Athènes, et il explique cette déconfiture du génos grec qui produit ces ricochets, et il dit « l'argent était né et l'État athénien devait suivre ». Donc si vous voulez... Et alors, même dans les communautés primitives, ce qui est très intéressant, on voit des groupes où les enfants jouent ensemble. Et en particulier chez les Guaranis. Et les gens qui venaient de l'extérieur posaient des questions. Courez ensemble, faites une course. Et les gamins, dans leur spontanéité première, pourquoi je vais courir? Je n'ai pas besoin de courir plus vite que lui. C'est-à-dire cette émulsion dans la domestication contemporaine qui fait qu'aujourd'hui, des enfants font la course avec naturellement l'émulsion concurrentielle d'arriver le premier, elle est civilisationnelle, elle n'est pas spontanée. Dans des tas de communautés primitives, le môme, il dit mais pourquoi je vais courir plus vite que lui? Ça n'a aucun intérêt. Parce qu'il a pas, il court dans sa spontanéité parce qu'il a envie de courir. Mais si vous voulez, on est rentré dans une telle pathologie concurrentielle parce qu'on est brisé au fond de nous-mêmes. Ce système nous brise, nous casse et nous dépossède de notre existence, dont on a besoin de recomposition. Alors, l'art, la musique, la course à pied. Moi, je me balade sur les quais avec mon chien à Paris. Je vois des fous qui ont couru toute la journée, qui courent avec des trucs pour se chronométrer. C'est que la déambulation paisible dans la nature spontanée, non, les mecs, même le dimanche, ils se chronomètrent. C'est la folie du temps précipité, c'est l'aliénation névrotique, enfin c'est effrayant, quoi. Vous voulez dire, c'est parce qu'une fois qu'il y a des petits groupes dans lesquels on vivait pendant des millénaires, parce qu'à un moment, ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés. Dans des grands groupes et avec des... C'est pour ça que le communisme... Voilà, c'est pour ça que contre le mondialisme cosmopolite de la marchandise, qui a pris le pouvoir sur la planète, il n'y a pas 2 moyens de briser la dictature mondialiste de la marchandise, il n'y en a qu'un, c'est le communisme universel. Alors le communisme universel, c'est la fédération mondiale des communes qui gère l'anti-marchandise sur une base humaine, avec l'argent et l'État aboli. On ne peut pas abolir l'argent localement. On ne peut l'abolir qu'universellement. Et c'est le côté positif de la marchandise, il n'y en a qu'un. Marx dit qu'il n'y a qu'un seul côté positif de la marchandise. La marchandise est une abomination absolue, mais elle a créé enfin un homme universel qui peut la terrasser. Il y a plusieurs millénaires, le pecno aliéné de Hong Kong, il était dans l'incapacité de comprendre ce que vivait le pecno aliéné de Manchester. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire du monde, l'humanité, malgré toutes ses différenciations, bat d'un même cœur possible pour renverser l'universalité du capital. Et ça, c'est une chance inouïe que le capital a produit contre lui-même. Il a créé son pire ennemi, l'homme universel, qui, pour vivre universellement, est enfin en situation de le renverser. Il y a un monsieur qui n'a pas encore parlé. Oui, en fait, vous avez répondu par avance à la question que j'avais posée, qui était quelle est la cause qui produit la mise en mouvement de l'histoire. Donc vous avez répondu par cette mise en confrontation des différentes communautés. Du coup, je me suis un peu ma question, puisqu'on peut remonter en arrière ces communautés de l'être primitives, leur apparition, comment elle s'explique? Est-ce qu'on retrouve dans une optique darwiniste de l'évolution? En fait, l'histoire, c'est juste une toute petite partie de la théorie d'évolution globale, biologique, en fait, c'est une excroissance. Ou alors, il y a une autre explication sur la formation de ces communautés de l'être. Vous voyez, c'est plutôt comment se situe toute l'histoire par rapport à l'existence de l'humanité depuis ses origines. Voilà. À rebours des savoirs spécialisés, clôturés et clôturants. Darwin, la conflictualité, Kropotkin, l'entraide. Hegel et Marx nous disent il ne faut jamais fétichiser une partie du tout. Le tout est supérieur à la somme de ses parties. L'histoire est une dialectique de contradiction qui avance et qui bouge parce qu'il y a des synthèses supérieures d'organisation et de déploiement. Donc,
au sortir de l'animalité supérieure, des primates supérieurs, il y a effectivement un mouvement de positionnement, conflictualité entre elles, dans une dialectique synthétique qui fait que les premiers groupes de chasseurs-cueilleurs apparaissent. Mais le groupe de chasseurs-cueilleurs, et c'est ça qui est intéressant, on le trouve à travers toutes les étymologies premières des langues premières, il ne se sépare pas de la nature. C'est-à-dire que le chasseur-cueilleur des organicités premières, il ne se pose pas comme un sujet qui va acquérir, approprier, posséder. Il se saisit comme une immanence de conscience qui jaillit du sol de terre. Pour ça, Empédocle le disait, l'homme est le mouvement de l'homme de terre. L'homme de terre. D'ailleurs, la racine homo, elle est structurée dans le champ indo-européen sur qui veut dire humus, la terre, et qui veut dire en même temps humilis, humble. Humble, pas au sens où je suis un rat soumis, mais humble au sens où je sais d'où je viens. Je suis un homme de terre, un homme de respect de terre, un homme qui sait que la terre n'est pas simplement une matière territoriale sur laquelle je suis, mais qu'elle est la sève de mes richesses, de mes mouvements et de mes déploiements. Donc les premiers groupes, ils se sont construits justement dans une relation d'osmose. Là encore, quand vous voyez Danse avec les loups, alors bien sûr, il y a tout l'aspect hollywoodien. Mais on sait très bien que le chasseur germanique tue le bison, tue le sanglier avec amour, comme le sioux tue le bison avec amour. C'est-à-dire qu'il y a une relation de partenariat et de dialogue dans la chasse, dans la pêche. C'est-à-dire que c'est... on a perdu tellement la sève de là où nous venons qu'il y a des éléments entiers qui sont, pour nous, effectivement difficiles à faire comprendre. Mais les hommes premiers ne se voient pas comme des hommes posés sur la terre. Ils se voient comme des hommes en le mouvement de terre qui surgit dans la recherche et dans la satisfaction des groupes. C'est tout un déploiement. C'est extrêmement intéressant, et puis ça coïncide avec des philosophies qu'on n'aurait pas pu rapprocher de Marx, comme des philosophies non historicistes. Si on reprend Schopenhauer, dont on avait un peu parlé tout à l'heure, avec son concept de la volonté unique qui s'individualise dans le monde phénoménal et qui cherche à retourner à l'unité. Bon, finalement, avec une approche historiciste, on retrouve un peu cette tendance, cette inclination vers le retour à l'unité, à travers la communauté universelle globale. Présenté comme ça, le marxisme peut être appréhendé de manière avec moins de prudence et de méfiance que tel qu'il est effectivement présenté habituellement. Alors moi, je vous arrête tout de suite sur le marxisme. Je le répète toujours, je le répéterai toujours. Marx est anti-marxiste. Marx est l'anti-marxiste le plus radical qui ait jamais existé. Quand je vous disais tout à l'heure que le spectacle de l'aliénation marchande digère et invertit, retourne tout ce qu'il conteste, c'est la même chose pour le Christ, c'est la même chose pour Marx, c'est la même chose. Chaque fois qu'un mouvement radical émerge, le capital doit le digérer. Donc, comment le digère-t-il ? Il le digère en le désignant, en le redésignant, en l'intégrant dans des désignations factices. Marx écrit de lui-même, de sa propre plume, quand il voit se mettre en mouvement la social-démocratie. La social-démocratie qui se met en marche à l'époque de Marx. Marx dit, tout ce que je sais, c'est que moi, je ne suis pas marxiste, parce que Marx, c'est le mouvement de l'anti-salariat, c'est le mouvement de l'anti-État. Il fait une critique radicale du marxisme. Et la plus grande des impostures, c'est d'avoir voulu, à travers ce que le capital a créé, le marxisme, qui est une imposture, complètement dénaturer la radicalité explosive de Marx. Je discutais tout à l'heure avec l'un d'entre vous sur la PMA-GPA. Mais Marx a prévu la PMA-GPA. Marx a lu le roman de Maria Shelley, Frankenstein. Et il disait, ceux qui l'ont lu comme un roman n'ont pas compris. C'est l'anticipation radicale du démonisme de la marchandise dans la création technologique d'un hors-sol absolu de la vérité humaine. C'est-à-dire que le capital, Marx l'a vu du début jusqu'à la fin comme l'abomination démocratique de la marchandise. La démocratie est la forme supérieure de la dictature de la marchandise. La démocratie de la marchandise est le camp de concentration totalitaire le plus abominable qui soit. Et dans cette création du hors-sol de la marchandise, l'émergence de la PMA et de la GPA, le milliardaire humaniste Berger vous a tous répondu. Si les prolétaires vendent leurs mains, il est normal que les femmes vendent leurs ovaires.
C'est la dialectique du capital. Et c'est pour ça que ceux qui imaginent, je l'ai dit à plusieurs d'entre vous, ceux qui condamnent la PMA, la GPA, toute l'horreur dans laquelle le capital est en train de construire le grand laboratoire de notre mort lente, mais qui sont arrêtés à un moment donné, et qui nous disent, oh finalement, c'est les ravages de la société de l'argent. Il faudrait arrêter ces ravages. Il n'y a pas de ravages de la société de l'argent. Ce qui définit la société de l'argent, ce sont les pires abominations extrêmes de sa réalisation. Donc, où on veut l'abolition de l'argent, et on peut critiquer la GPA et la PMA, ou si on critique la PMA et la GPA sans vouloir l'abolition de l'argent, c'est qu'on n'a rien compris. Il est dans la nature intrinsèque de l'argent de vampiriser le champ humain. L'idée idiote des églises officielles. L'argent, serviteur mais pas maître. C'est le contraire radical de la pensée du Christ qui, lui, justement, dans une insurrection communeuse, nous a appris que l'argent ne peut être que le maître. Toute société où il y a l'argent est condamnée à se déshumaniser jusqu'à faire que chaque homme devienne une chose. C'est ce que Marx a montré dans le fétichisme de la marchandise et la dialectique de la réification. Nous sommes des choses circulatoires. Qu'est-ce que la démocratie? C'est la liberté circulatoire de ces épaves que nous sommes, dès lors que le capital a fait de nous des choses narcissiques qui veulent consommer des satisfactions mécaniques de fausses jouissances. Nous sommes des épaves circulatoires. Il y a deux solutions, où nous récusons le fait d'être réduits à épave circulatoire et nous nous battons pour l'abolition de l'argent, où nous voulons être des épaves circulatoires un peu mieux valorisées et nous nous battons pour une économie différente et une politique différente. Le choix est là, il n'est pas ailleurs. Alors l'utopie, c'est pas ce que je vous dis. L'utopie, c'est quand on voit le carnage et la bestialité et l'abomination du capital réalisé, de croire qu'on pourrait produire un capital autre. Le capital, dans toutes ses abominations, vous dit sa véritable identité. Vous voyez le capital comme un être vivant, la société comme un être vivant qui prend ses chemins sans avoir d'esprit, et pas sans avoir de pensée cohérente derrière. Alors, ce que vous dites est très important, parce que le capitalisme est la dynamique historique des relations marchandes de l'aliénation en mouvement. Le marxisme de Bazard vous dit encore qu'il y a une bourgeoisie. Ça n'existe pas, la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est le support du capital dans la période de domination formelle. Et Marx montre qu'à partir de 1914, la classe capitaliste, agent salarié d'une structuration anonyme, a liquidé la bourgeoisie. Le bourgeois possède les moyens de production, la classe capitaliste est possédée par la production des moyens. Il n'y a plus de bourgeoisie, c'est fini. Il y a une classe capitaliste mondiale qui est l'agent salarié d'administration de la grande dévoration capitaliste. Mais la grande dévoration capitaliste, c'est effectivement une dynamique vivante de cannibalisation. Il n'y a pas des états-majors stratégiques qui disent, voilà, le capital va aller là, le capital va aller là, le capital va aller là. Depuis le néolithique, la dialectique de l'argent n'a pas cessé de s'autonomiser. C'est un sujet automate, circulatoire, aliénatoire. L'attentat du 11 septembre, bien évidemment, qu'il y a des états-majors d'experts qui ont finalisé l'acte de concrétude de la manipulation. Il y a des agents qui sont mis en circulation, qui sont mis en commande. Mais ce n'est pas une lubie d'état-major. C'est l'immanence du capital dans le mouvement de ces restructurations géodiplomatiques et géostratégiques qui fait qu'à un moment donné, il y a une nécessité de déployer ça. Et les pauvres sbires dans l'état-major du capital qui s'imaginent avoir un degré d'autonomie, c'est le délire narcissique du pantin au plus haut étage. Ils sont totalement préprogrammés par l'immanence de la marchandise. Il y avait un monsieur au bout. Vous parliez d'une communauté dans laquelle il n'y aurait plus de liens de production, plus d'argent. Est-ce que ce type de communauté existe aujourd'hui? Pas la peine d'aller dans des sociétés dites, dans les endroits de la planète. On trouve ça assez facilement, par exemple, en Inde, dans des ashrams, par exemple, qui sont structurés autour de maîtres spirituels. Et donc, dans ces ashrams, vous avez des gens qui viennent finalement, qui n'ont pas d'argent,
et qui vont produire spontanément, voilà, qui vont participer au ménage, à faire pousser des tomates, enfin, ce genre de choses, qui vont vivre, qui en fait sont là pour bénéficier de l'enseignement d'un maître spirituel. Et ces maîtres spirituels, souvent, ils se réclament d'une transmission d'une tradition, de quelque chose qui serait très ancien, qui serait inscrit dans les écritures sacrées, voilà, dans le Véda, etc. Est-ce que vous reconnaissez une certaine validité dans cette, disons, dans cette déjà répartition des rôles entre les êtres humains, entre des personnes qui auraient, comment dire, une fonctionnalité spirituelle, qui souvent sont des guides, qui visiblement apportent des choses positives aux gens qui sont autour d'eux, parce que les gens en général sont assez satisfaits de ce qui leur arrive, qui souvent dans pas mal de sociétés sont aussi guérisseurs, qui ont aussi cette sagesse et cette connaissance des plantes autour de cette communauté. Est-ce que vous, plus généralement, est-ce que vous reconnaissez une certaine importance à, disons, la spiritualité dans ces communautés de l'Est dont vous parlez? Et si oui, où en trouvez-vous des formulations? Et est-ce que vous reconnaissez l'idée que la tradition, à l'origine, pouvait être justement porteuse de cet éclairage spirituel? Alors, dans la grande marche en avant, par laquelle l'histoire de la modernité et de la marchandise a détruit tout ce qui lui était antécédent, elle a laissé dans des espaces un certain nombre de résidus du passé. Mais du point de vue de ce qu'est la radicalité de l'être, ça ne m'intéresse pas. Alors, ça m'intéresse en termes documentaires, mais ça ne m'intéresse pas dans le processus de subversion nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est des positions vestiges d'une antériorité qui est déjà liquidée, et il n'y a pas, dans cette spiritualité-là, un positionnement d'universalité incendiaire et de contestation universelle. C'est des enclos, en quelque sorte, qui se mettent en retrait du monde avec un certain nombre de relations humaines par rapport à la déshumanisation contemporaine, mais qui n'ont, par rapport à la grande crise qui arrive et à la grande subversion nécessaire qui doit être déployée, aucun intérêt stratégique, entre guillemets. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des qualités humaines dans ces lieux-là, avec des véritables moments de partage, de bonheur et de transparence, hein, c'est pas du tout ça. Mais du point de vue de l'universel, ça n'a plus aucun intérêt. Parce que ce qu'il faut rappeler, du point de vue justement, du point de vue communeux que je défends sur la base de Hegel et de Marx, c'est que notre être générique, c'est la communauté universelle, et notre être communautaire, c'est l'être générique universel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face à la mondialisation despotique du capital, il faut se lever universellement pour insurrectionner universellement contre cette dialectique-là. Et dans le cadre des vestiges du despotisme oriental, ces gens-là, entre guillemets, sont effectivement des espaces en retrait, en distanciation, en dématérialisation. L'être générique, c'est l'appel à la jouissance radicale de l'antimarchandise. S'il y a effectivement des espaces où l'appel à la radicalité du jouir est quelque part absent, c'est bien ces espaces orientaux où l'équilibre, c'est justement le retrait du corps, la mesure de la jouissance, la distanciation. Enfin, on est très loin des incendies orgiaques grecs. Finalement, est-ce que vous ne pensez pas que dans ce grand effondrement, cette grande crise qui va probablement se produire peut-être sous la forme d'une guerre mondiale, et qui va finalement aboutir à la fin du système de la marchandise, peut-être même de l'effondrement du capitalisme globalement, est-ce que vous ne pensez pas que c'est précisément en cultivant ça et là un petit peu une sorte de dernier résidu de cette source primordiale qu'on va trouver là, comment dire, une graine qui va pouvoir regermer pour produire quelque chose? Parce que s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette graine qui est transmise depuis cette origine et qui va pouvoir permettre aux personnes de reconstruire, de revivre, de redécouvrir le partage, comment est-ce que tout ça va se faire? Est-ce que vous pensez que ça peut émerger spontanément? Ça serait l'ordre de chaos, ça serait l'idée qu'en fait le bien pourrait jaillir d'une destruction globale et de bombardement, etc. Ce qu'on observe assez rarement. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement on pourrait trouver la source d'une nouvelle ère en quelque chose dans ces transmissions
qu'on est encore quelque part, ça et là, dans les ashrams, dans les ténèbres, etc. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, d'abord, les ashrams, c'est pour moi une tradition primordiale falsifiée. Alors, je reviens à la différence entre la tradition primordiale authentique et la tradition primordiale falsifiée. C'est d'abord que la tradition primordiale, elle vient d'avant l'écriture. Pourquoi d'avant l'écriture? Qu'est-ce que l'écriture? L'écriture, avant d'être une lettre, c'est un chiffre. Les premières écritures historiques que nous rencontrons, c'est les fameux calculis, c'est-à-dire ce sont des écritures comptables. Les premiers actes de production de l'écriture, ce sont des calculis comptables qui vont permettre, dans le champ de l'émergence de la révolution néolithique en déploiement, de compter et d'échanger des marchandises ou des pré-marchandises en mouvement. Mais si l'homme met en marche les calculis et qu'il produit des marchandises en mouvement, il signale là du même mouvement que sa production lui échappe et qu'on n'est plus dans un produire pour la production du vivre ensemble, mais pour la production de l'échange. Et de la même manière que les premières écritures sont des calculis, qui marquent la séparation de l'homme avec sa production, ça va immédiatement produire de l'écriture onirique, religieuse, morale ou spirituelle. L'homme d'avant les calculis a une spiritualité sacrale dans l'immanence du tout. L'homme d'après les calculis va avoir une illumination spirituelle sacrée, tronçonnée, et il va écrire, il va codifier. L'acte d'écriture, qui est un acte d'écriture comptable, veut dire que l'homme est privé de lui-même. Mais l'homme qui est privé de lui-même ne peut pas rester à l'état d'être privé de lui-même. Il doit donc fantasmer, contenser, divertir par une écriture poétique, liturgique, ce qui lui a été retiré. Alors, aujourd'hui, par l'écriture, c'est ce que Hegel et Marx ont expliqué, par l'écriture aujourd'hui, on peut produire de l'écriture radicale et critique et renverser l'aliénation de l'écriture. Mais il faut bien voir que pendant des siècles, l'écriture, comme la religion, sont des actes d'aliénation qui viennent accompagner la dépossession du mouvement de l'appropriation de ce qui résulte des calculis. C'est pour ça que demain, dans la communauté universelle radicale, de la même manière qu'il n'y aura pas de maître en spiritualité sous une forme ou sous une autre, il n'y aura plus d'écriture et il n'y aura plus d'art, parce que le jouir de l'humain en relation avec sa transparence, avec son épanouissement, n'aura plus de besoin de médiation compensatoire. Alors, quelle est la différence entre un acte artistique, un acte artistique et un acte, disons, musical originaire? C'est que pendant des millénaires, il n'y a pas eu de division du travail. Le chasseur faisait de la musique, le chasseur peignait, le chasseur regardait la nature et il communiquait avec la nature. À partir des calculis, à partir de la religion, à partir de l'art et à partir de l'écriture, on a cristallisé des névroses de spécialisation. Il y a le chasseur, il y a le forgeron, il y a l'homme médecine, il y a le peintre, il y a le pianiste. Ce qu'on nous présente aujourd'hui comme la floraison des richesses spirituelles est en fin de compte une déperdition absolument tragique. Dans le groupe primordial, tout le monde dans le groupe primordial peut identifier les plantes, les soins, les richesses et les beautés de ce qu'on trouve sur la terre d'humus. À partir du moment où la division du travail s'est mise en marche, des confiscations, cristallisations ont joué, et il n'y a plus que 10 personnes qui vont connaître, puis 5 personnes. Dans la communauté originaire, il n'y a pas de champ de savoir séparé. Tout le monde est dans une immanence communicationnelle où tout le monde est en relation avec tout le monde sur le même pied de transparence. À partir du moment où l'aliénation se met en marche, des divisions et des scissions se mettent en marche. Je veux dire, dites-vous bien que les groupes de chasseurs-cueilleurs de moins 30 000 pratiquaient la trépanation. C'est-à-dire que chaque membre du groupe savait trépaner. Il n'y a pas un homme trépanéant. Tout le monde fait tout. Alors tout le monde fait tout, c'est pas un rêve, c'est pas un délire, c'est ce que l'on a découvert chez les groupes aborigènes, c'est ce que l'on a découvert chez les derniers groupes préhistoriques. Il y a une circulation, si vous voulez, le savoir est une totalité circulatoire qui concerne l'intégralité du groupe. Et c'est précisément parce qu'il n'y a pas d'échange, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de domestication et qu'il n'y a pas de hiérarchie.
Et le propre des savoirs orientaux, pour revenir à ce que vous disiez sur les spiritualités, c'est qu'il y a toujours un maître. Alors, les gens vont dire, ah ben, il y a nécessairement des gens qui savent plus que. Mais dans la communauté organique, il y a toujours eu des gens qui savaient plus que. Ils n'en devenaient pas des maîtres. La fétichisation à la fois sémantique et sociale de la maîtrise, du maître et du disciple, est déjà une schizophrénie de notre dépossession. Oui. Déjà, je devais vous dire, tout à l'heure, vous avez dit que l'applaudissement était un peu narcissique, mais si demain vous passez une émission de grande écoute, il faudra le Marcel Picot la prochaine fois. Et je le souhaite en tout cas. Mais je ne dis pas ça par hasard, je dis ça parce qu'en fait, tout à l'heure, vous avez eu un petit mot intéressant, une petite formule intéressante, vous avez dit on est à minuit moins 10, c'est très concret ce que je vous demandez, on est à minuit moins 10 de l'effondrement du capitalisme. Moi, j'ai envie de vous demander comment vous interprétez-vous les 10 minutes qui restent. Et c'est très personnel comme question. C'est à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Et là, c'est quelque chose de très concret. Alors, si vous voulez, il y a deux éléments. Alors, le premier élément, qui est mis en perspective dans le livre 3 du Capital, c'est la problématique où la sphère de production du capital et la sphère de circulation du capital se retrouvent dans un moment explosif, crisique, cataclysmique. Et le crisique cataclysmique, dans la domination réelle, c'est le crédit. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on se mette dans la tête que les crises de l'endettement, du crédit et il y a la manipulation terroriste et il y a la manipulation monétaire. Le capital vit aujourd'hui, sur les 10 minutes dernières, en appuyant sa dialectique sur un jeu manipulation monétaire, manipulation terroriste. Aujourd'hui, la saturation des marchés, elle est explosive, elle est radicale et elle est incontournable. On vit les derniers temps où le crédit peut encore donner l'illusion d'avoir du crédit. Pour une raison très simple, c'est que toutes les lignes de crédit antérieures, selon ce que Marx montre, sont en train de s'invalider elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une crise explosive du crédit et de l'ensemble du système des monnaies qui fait que plus rien ne va être possible en restructuration d'illusions. Et la restructuration d'illusions dans le champ du politique, on la voit. Le simple exemple hexagonal de Boubou Lolland, la flasque liquide pitoyable. Quand on revoit la carrure de De Gaulle, même si on est contre le système et qu'on voit la carrure de Hollande, on dit que justement l'immanence dont Hegel et Marx parlent est réelle. Le système se dévoile lui-même dans une immanence spontanée en exhibant l'état-major des dernières raclures en mouvement. Donc, on voit que le système est à bout. On voit que le système est à bout. Et comme vous avez vu le gigantesque jeu théâtral de Valls sur Dieudonné, qui était un raté, il a encore tout accéléré, puisque ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une partie notable des banlieues qui ne vont plus fonctionner dans la mythologie du capital antiraciste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est rentré dans un moment où chaque fois que le capital fait quelque chose, il tombe. Chaque fois que le capital fait quelque chose, il chute. Et les dernières élections sont passionnantes du point de vue du taux d'abstention, du taux de contestation et du taux de malaise qui monte. Là, on a eu la petite expérience SNCF qui a été torpillée, mais il faut bien s'imaginer que quand en septembre, le redémarrage du théâtre politique et social va être en mouvement, nous avons des plans de restructuration, de délocalisation qui vont être mis en mouvement par centaines et par centaines. Donc, toute cette temporisation que le système a mis en marche par un système de crédit qui rendait encore les choses possibles sont en train de s'effondrer. Et le gigantesque mouvement là, de faux semblants et de pis-aller sur les économies, ça veut dire qu'on a franchi un cap et que maintenant le système ne peut plus tenir. Alors ce qui va être intéressant, c'est de voir à partir de toutes ces délocalisations et à partir de toutes ces restructurations, quelle va être la capacité spontanée de mise en mouvement de la conscience radicale. Enfin, la question que je me pose, c'est comment recréer une société sacrale. Une communauté sacrale. Une communauté sacrale, pardon.
Parce que quand vous parlez des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui jusqu'ici ont été ces seules communautés sacrales a priori existantes. C'est quand même des gens dont j'ai l'impression qu'ils pouvaient être dans une communauté sacrale parce qu'ils pouvaient exercer une prédation sur un environnement qui leur fournissait des richesses. Les Sioux pouvaient exercer une prédation raisonnée sur les troupeaux de bisons. Ils n'étaient pas trop nombreux, il y avait beaucoup de bisons produits par la nature, donc on prenait des bisons qui donnaient tout. Bon. Dès lors que ces conditions dans lesquelles on peut exercer une prédation sur une nature généreuse disparaissent, comment on peut recréer une communauté sacrale? Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre de Orwell, Catalogne et Liban. Alors, Orwell n'est pas un grand théoricien, mais c'est un homme d'action, et c'est un homme des compréhensions radicales. Quand vous lisez Catalogne libre, il y a... Alors ça, c'est intéressant pour le premier niveau du développement historique. Il arrive à Barcelone, et il est intégré dans des milices anti-staliniennes, anti-républicaines, mais en même temps anti-franquistes, qui sont des milices radicales, qui sont dans une mouvance qui va, dans toute la région d'Aragon, créer des communautés où l'argent va être aboli. Il y a toute une histoire de la révolution espagnole radicale qui est étouffée par le camp républicain, parce qu'on veut nous faire croire que la guerre d'Espagne, c'est les républicains contre les franquistes. Ça n'a jamais été les républicains contre les franquistes. Il y a 3 camps. Il y a les républicains, il y a les franquistes, et il y a l'insurrection ouvrière de Barcelone et de toute la Catalogne qui met en mouvement une radicalité anti-argent. Et c'est d'ailleurs les républicains qui massacreront ces communautés. Il arrive et il dit « J'ai vécu les plus beaux moments de ma vie, on n'avait rien, mais se mettait en marche une parole, une richesse de relations qui était incroyable. On voyait des prostituées cesser d'être des prostituées, on voyait des types qui avaient été des macros abominables se transformer. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme du processus insurrectionnel n'est pas l'homme épave que nous sommes tous ici ce soir. Il y a, par le désir, par la parole, par la rencontre, un déploiement qui métamorphose les gens. Parce qu'une expérience forte se joue. Vous avez des gens en 68 qui se sont suicidés parce qu'ils ne voulaient pas reprendre le boulot. Ils avaient vécu pendant quelques semaines un partage, une lumière dans la communauté de lutte. C'était 8 jours, c'était 10 jours, mais c'était les plus bons moments de leur vie. Parce qu'il y avait quelque chose de puissant qui avait fait qu'enfin la relation humaine était vraie. Toutes nos relations sont conquises par le marché narcissique des échanges. Tout est faire-valoir pathologique de notre image. Et des moments historiques, tout ça tombe. Et l'expérience est forte. Alors ça c'est pour Barcelone, lisez ce que dit Orwell, c'est prodigieux. Mais il faut bien savoir que en Russie, avant que le parti bolchevique n'écrase la révolution, et en Catalogne, en Aragon, avant que le camp républicain n'écrase la révolution, on a eu pendant des mois, voire pour certaines zones plusieurs années, des espaces où se créent des communes, l'argent était aboli, une fédération des communes se mettait en marche, il y avait une centralisation des besoins et une centralisation de ce qu'il y avait à partager, et à partir de là, se mettait une dynamique anti-monétaire, anti-échange. Alors bien évidemment, ce sont des révolutions écrasées. Elles n'ont vécu qu'un temps. On a la même chose pour la commune révolutionnaire de Budapest en 1956. La commune révolutionnaire de Budapest en 1956, c'est un des lieux majeurs de l'insurrection ouvrière radicale du XXe siècle. Elle a été défigurée par tout le monde. Les Américains étaient très contents de la présenter comme un mouvement pro-libéral occidental. Les Russes étaient très contents de la présenter comme un mouvement plus ou moins national fasciste qui voulait réorganiser les choses comme avant. Or, lisez les textes du congrès ouvrier de Budapest et du comité central ouvrier. Lisez les textes de la commune de Budapest. Tout ce qui s'est passé en 1956 dans l'insurrection ouvrière de Budapest a produit des textes où on voit comment on va organiser la production de ceci, la production de cela, comment les choses vont être ventilées, comment les choses vont être organisées, de telle sorte qu'il y ait un mouvement vers l'abolition de l'État, un mouvement vers l'abolition de l'argent. Donc, notre expérience critique est riche, mais là encore, on nous a lessivé la tête.
C'est-à-dire que toutes ces expériences radicales où les gens se sont levés, où ils se sont insurgés, en remettant en cause radicalement l'aliénation marchande, on nous les a commis. 90% des élèves qui aujourd'hui vont à l'école croient que la guerre d'Espagne, c'est les républicains contre les franquistes. Les communes insurrectionnelles d'Aragon, personne ne connaît. L'insurrection de mai 37 à Barcelone, où les armes à la main, les ouvriers se défendent contre la démocratie républicaine et stalinienne, personne ne l'apprend. Donc l'histoire fonctionne par amnésie, par défiguration, par ventilation opaque, par mise sous le tapis. Donc on a toute une histoire à se réapproprier. Et c'est pareil pour l'Ancien Régime. Moi, je travaille beaucoup sur les insurrections paysannes de l'Ancien Régime, mais elles sont gigantesques en Aquitaine, en Périgord. La guerre des paysans, tout à l'heure il y avait un Alsacien, la guerre des paysans en Alsace et en Rhénanie. C'est-à-dire que c'est toute notre histoire multiséculaire, dans son pendant ouvrier comme dans son pendant paysan, est une insurrection massive qui n'a pas cessé depuis des siècles de réclamer l'abolition de l'État et l'abolition de l'argent. Simplement, le système aujourd'hui doit nous expliquer, et c'est ça le fétichisme de la marchandise. Qu'est-ce qui répond à la question du fétichisme de la marchandise? Le fétichisme de la marchandise chosifie la nature et naturalise les choses. Et pour naturaliser les choses, et pour chosifier la nature, il faut que tous ces mouvements où l'homme s'est levé soient oubliés et cachés. Donc on a toute une réappropriation historique. Nous ne connaissons pas notre généalogie historique réelle. Nous connaissons l'histoire des successions de domination républicaine, monarchique. Nous connaissons toutes les généalogies de notre oppression, mais nous ne connaissons pas les généalogies de notre insurrection. Or, nos arrière-grands-parents et nos arrière-arrière-arrière-grands-parents, sous l'Ancien Régime, ont pris les fourches et les faux, et sous la phase industrielle, ont pris parfois le fusil ou le pavé. On a une massive histoire à reprendre en main. Dans les années 70, il y avait des groupes historiens qui essayaient de démontrer que les Gracques, sous la République romaine, en tant que représentants des populares face aux optimates sénatoriaux, étaient précurseurs de la lutte des classes. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent de parler de lutte des classes dans une société qui est aussi éloignée dans le temps et qui ne connaît pas forcément la conscience de classe? Alors, il y a deux choses. Il y a la lutte des classes comme pratique réelle, puis il y a la lutte de classe consciente. À partir du moment où ceux qui sont dans la lutte de classe quotidienne en ont conscience, c'est-à-dire ils comprennent la ligne de production historique de cette lutte. Donc, l'histoire de... Marx dit, toute l'histoire de nos sociétés est l'histoire de la lutte des classes depuis l'écriture. C'est-à-dire que les sociétés sans écriture n'ont pas connu la lutte des classes, puisque ce sont des communautés organiques. La lutte des classes naît à partir du moment où l'écriture vient sanctionner le calculi, le commerce, la politique et l'échange. Donc à partir de là, c'est une lutte des classes. Mais les Gracques, Marx répond, c'est une imposture politique. Chaque fois que dans l'histoire un mouvement radical émerge, il y a un courant politique qui se radicalise pour la contrôler. La Révolution française, c'est un mouvement qui est passionnant, la Révolution française. Vous avez une sans-culotterie radicale dans les faubourgs qui s'insurge en disant « mais l'Ancien Régime, c'était peut-être pas génial, mais la République du capital, on n'en veut pas ». Cette sans-culotterie radicale sera massacrée, mais on ne peut pas la massacrer du jour au lendemain, parce qu'elle est trop puissante. Donc on va l'épuiser. Chaque fois qu'une lutte radicale émerge, une fraction politique d'encadrement a pour fonction d'épuiser cette lutte de classe. Les Gracques avaient pour fonction d'épuiser la lutte de classe des prolétaires romains pour l'emmener sur une voie de garage. Sous la Révolution française, vous avez les hébertistes et les montagnards qui, à partir du moment où les Girondins sont complètement déconsidérés, vont encadrer la sans-culotterie parisienne pour la neutraliser. Robespierre, Hébert, c'est-à-dire la clique de gauche extrême de la Révolution bourgeoise, va faire guillotiner des centaines de sans-culottes radicaux et va les faire fusiller. C'est-à-dire que la sans-culotterie radicale, quand elle rentre en ébullition, il faut la contrôler. Donc plus un mouvement se radicalise, plus les forces du capital se radicalisent. En 68, Mitterrand disait il faut abolir le capitalisme. Et au congrès d'Épinay, il disait personne ne peut être membre du Parti socialiste s'il ne conteste pas radicalement le capitalisme. C'est des impostures.
plus les gens se radicalisent, plus les forces politiques de contrôle sont obligées d'avoir un langage de radicalité pour les coincer, les enrégimenter et les cadenasser. Donc les GRAC, c'est une fraction politique de la classe dirigeante romaine qui prône un certain partage et une certaine redistribution, parce qu'il y a le feu dans la maison, et qu'il faut bien contrôler le feu. Alors en fait, par rapport à ce qui peut être fait en fait aujourd'hui, il y avait l'international situationniste qui avait agi en fait par rapport aux événements de mai 68, mais c'était déjà créé 10 ans avant, quoi. En 57 ils écrivaient déjà les trucs. Et est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas moyen de créer quelque chose, quoi, une internationale, je sais pas. La grande idée que Marx nous a transmise contre le blanquisme, contre le proudhonisme et contre le bolchevisme qui allait venir, c'est la récusation radicale de l'avant-garde. L'avant-garde est... Non, justement, pas, je sais très bien la critique que vous faites de l'avant-garde. C'est pour ça que je vais revenir aux organisations. C'est pas pour être en avant-garde pour dire ce qu'il faut faire, commander. C'est pour, je sais pas, parce que l'international situationniste, par exemple, est-ce que c'était une avant-garde? Il critiquait l'avant-garde. Parce qu'elle se récusait. Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est que l'avant-garde est un concept capitaliste. Qu'est-ce qu'une avant-garde? C'est quelqu'un qui veut organiser, qui prépare l'organisation et qui prépare l'organisation de demain pour discipliner et pour structurer. On n'a pas besoin de discipliner, de structurer. Ce que nous a appris Marx, c'est que la révolution est l'automouvement spontané de l'humanité qui se réapproprie son humanité quand la crise de l'humanité n'a plus la capacité de la cadenasser. Il y a une dialectique. Toute l'histoire du mouvement ouvrier, utopique, réformiste, tout ce qu'il y a eu avant Marx, c'était comment organiser les gens. Parce qu'ils reproduisaient eux-mêmes la division capitaliste du travail entre la tête et les pieds, la tête et les mains, le début et la fin. Et ce qu'a montré Marx, c'est que la révolution humaine, qui se réapproprie l'être générique, c'est l'automouvement radical du prolétariat. Et on l'a vu à chaque fois qu'une césure radicale est intervenue. La Commune de Paris, le prolétariat de Paris se met en mouvement, les blanquistes, les proudhoniens, les néo-républicains, ils sont derrière. Et leur intervention d'avant-garde ne va pas cesser de bloquer le mouvement. En Espagne, on a le POUM, on a la CNT, qui se pensent être les avant-gardes et qui vont bloquer le mouvement. L'avant-garde est une pathologie substitutiste qui découle de toutes les névroses de toute une série de gens qui croient que pour contester l'ordre du capital, il faudrait être efficace policièrement comme l'ordre du capital. Les révolutions ne réussissent pas parce qu'elles sont structurellement organisées, ça c'était la mythologie blanquiste. Elles réussissent parce qu'elles sont venues dans le temps venu des nécessités du temps venu. Donc demain, la grande fracture n'interviendra pas parce qu'on aura tous, chacun de notre côté, joué du mécano organisationnel et qu'on aura créé des structures de pré-organisation des gens. Faisons cela. Dès que les gens vont bouger, ils seront déjà 10 km devant nous. C'est pas ça. Les groupes qui veulent s'organiser ont l'illusion d'être en avance quand rien ne bouge. C'est sûr que ce soir, puisque rien ne bouge, on pourra avoir l'illusion fantasmatique d'être très très en avance sur le reste de la population. Pour une part, c'est vrai. Mais pour une autre part, c'est délirant. Parce que quand la grande fracture va intervenir, même les groupes situationnistes en 68, qui étaient les groupes les plus radicaux, ils ont été dépassés. Parce que ce qui fait la force insurrectionnelle, la force riche d'une véritable fertilité subversive, c'est que précisément, elle est l'automouvement de la totalité des gens qui se réapproprient la totalité de leur vie. Tout à l'heure, j'entendais bien ce que vous disiez sur le fait que même ceux qui au plus haut niveau, enfin se croient au plus haut niveau et se croient aux manettes, sont en fait totalement instrumentalisés par un système qui a sa logique propre. L'assassinat de Kennedy, le jour où Kennedy a pu être dans les normes de l'immanence du capital, à Dallas, il y a une balle qui est partie. Donc, je voudrais poser une question et qui renvoie à un certain nombre de bouquins, je dirais. L'idée, c'est-à-dire que très souvent on dit
il peut y avoir une certaine communauté organisée pour mettre les pieds dans le plat, souvent en se faisant par des juifs. Hein, finalement, en suivant votre idée, d'une certaine manière, que les juifs soient là ou pas, ça ne changerait pas grand-chose au système. Alors c'est très bien parce que Marx a commencé son œuvre critique en écrivant la question juive. Il n'a pas écrit la question bouddhiste ou la question hindouiste. Il a écrit la question juive comme préambule de méthode au Capital. Et il a répondu d'une façon très nette, les juifs ne constituent pas une race, parce que les races n'existent pas en homogénéité de substrat. Vous prenez un juif polonais, il n'a strictement rien à voir avec un juif séfarade de Marrakech. Donc les juifs ne sont pas une race. Même si certains juifs vous produisent des sites, retrouvez l'ADN des Cohen, bon, ça c'est la névrose. Donc les juifs ne sont pas une race. Mais les juifs ne sont pas non plus une religion. Beaucoup de juifs s'estiment non-croyants et peuvent même vous dire qu'ils sont athées, tout en vous disant qu'ils se sentent juifs. Donc Marx a répondu très nettement, dans la question juive, les juifs sont une nationalité chimérique. C'est-à-dire que c'est une illusion endémique, ce sont des gens qui croient exister, mais ils n'existent pas. Par contre, ils existent dans le développement du capital, parce que au carrefour des premiers empires où les calculis ont mis en marche la valeur d'échange, se sont créés des comptoirs multi-ethniques. Vous aviez des types qui venaient d'Assyrie, des types qui venaient d'Égypte. C'est la fonction sociale qui crée le juif. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que si vous lisez le livre d'Attali, Les Juifs et l'argent, il dit exactement la même chose que Marx dans la question juive. Sauf que Marx dit à la fin, il faut abolir l'argent, il faut abolir le judaïsme, il faut abolir toutes les aliénations, alors que Attali explique que les juifs, étant détenteurs de l'argent, sont en quelque sorte détenteurs du progrès humain universel. Mais la question juive, Marx l'explique très bien, il y a un autre auteur qui l'explique très bien aussi, c'est Abraham Léon, qui a écrit la conception matérialiste de la question juive. C'est une question historique aliénatoire de la valeur d'échange. À un moment donné, dans l'histoire du mouvement de toutes les structurations agraires, s'est créé un peuple dont la spécificité était la valeur d'échange circulatoire. Et d'ailleurs, lorsque des populations non juives passaient à la valeur d'échange circulatoire, souvent ils se convertissaient au judaïsme, ce qu'on a vu avec des tribus berbères qui passaient au commerce. Et dans le même temps, vous aviez des juifs qui décidaient de ne plus être dans la valeur d'échange circulatoire et qui devenaient paysans, ils se convertissaient au christianisme. Donc, le fait juif est un fait social et historique qui entre de plein pied dans la lutte des classes, et Marx explique que le retour de la question juive en période de domination réelle du capital, c'est le retour du capital financier au moment ultime de la crise de tous les capitaux industriels de la domination réelle. Donc la question juive a disparu relativement de l'histoire dans les phases archaïques du capitalisme de la domination formelle, mais elle redevient une question centrale dans la domination réelle. C'est pour ça que dans les luttes de classe en France, Marx a cette formule, mais il était normal que la réforme postale n'ait pas lieu, puisque Rothschild s'y opposait. Donc la question juive posée dans sa radicalité de lutte de classe pour le développement d'une humanité émancipée de toute aliénation, Marx y a répondu dans la question juive. Lisez la question juive, tout y est. Il faudra payer un supplément. Oui, j'ai acheté un bouquin. C'est pas bien. Oui, j'ai vu qu'il était là. Mais finalement, enfin, à vous écouter, si ce qu'on pourrait appeler enfin, les anciennes traces de sacralité, de sacré, comme la patrie ou la nation, n'étaient finalement que des auxiliaires historiques peut-être de l'argent, et qui est destiné de toute façon à disparaître, est-ce qu'il y a un intérêt à l'heure actuelle, dans l'esprit d'une lutte, enfin, d'une résistance au capitalisme, à soutenir ou à souhaiter le succès de restes de patriotisme, de défense de la nation, comme Poutine en Russie, en France le Front National, bref. Alors, il y a plusieurs, pour parler comme Marx, il y a plusieurs instances d'élucidation pour que votre réponse, pour que ma réponse soit vraiment adéquate à ce qui résulte de votre question.
D'abord, qu'est-ce que l'histoire? L'histoire est le vaste mouvement qui nous a fait passer des communautés de lettres aux sociétés de l'avoir, qui, dans le champ des sociétés de l'avoir, nous a progressivement, de la révolution néolithique aux révolutions capitalistes médiévales, à la révolution capitaliste de 1789, fait parvenir à l'apothéose totalitaire du cosmopolitisme de la marchandise. Marx parle du cosmopolitisme absolu de la marchandise. On y est. L'histoire est une marche en avant, déterminisme et dialectique de destruction systématique. Tout sera détruit. Quand l'État monarchique se met en marche, vous auriez pu avoir tous les nostalgismes, toutes les puretés d'esprit, toutes les onneries envisageables. Le comté de Toulouse était condamné à mourir. Vous pouviez, Mordicus, adorer le comté de Toulouse. Historiquement, il est mort et il devait mourir. Les nations, c'est la même chose. Les nations ont été créées par le capital pour détruire les ancestralités de l'Ancien Régime. Dès lors que le marché mondial est constitué, la marche en avant vers le cosmopolitisme de la marchandise détruira toutes les nations. Alors, il s'avère que la classe capitaliste russe essaye, pour redorer son blason, d'expliquer qu'il y a un souffle national russe, etc. Le souffle national russe, vous verrez dans quelques années, le souffle national iranien, tous les Iraniens de 15 ans sont au Coca-Cola et ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller dans les boîtes de nuit de Téhéran fermées de rideaux le soir. Là, pas parce qu'ils sont nuls, pas parce qu'ils sont bêtes. La vampirisation marchande est un totalitarisme qui, en son mouvement, liquide et détruit tout. Ça, c'est une loi de l'histoire. Comprendre l'histoire et vouloir intervenir dans l'histoire pour produire de l'efficacité, c'est rompre avec tous les nostalgismes et tous les retours en arrière qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Alors par contre, on ne pourra jamais se battre contre le système en lui courant derrière. Mais par contre, on pourra se battre contre le système en lui courant devant. Et se battre efficacement contre le système, c'est désigner la véritable ligne de démarcation. Et il n'y en a qu'une qui fait peur au système. C'est humanité radicale contre l'argent. Il n'y en a pas d'autre. Réagencement de certaines nations qui voudraient encore vivre à travers un État qui maintiendrait. Le système n'a pas peur de Poutine. Vous avez quelqu'un qui a frôlé le situationnisme pendant certaines années, qui s'appelait Castoriadis. Castoriadis, quand il était dans la mouvance radicale, était très limité. Quand il est devenu un clown universitaire, il est devenu archi-limité. Castoriadis, pendant des décennies, nous a expliqué, du temps où l'Union soviétique existait, qu'il y aurait inévitablement une troisième guerre mondiale entre l'Union soviétique et l'Empire américain. Il ne pouvait pas y en avoir pour une raison très simple. C'est que ce que j'ai expliqué tout à l'heure et que Marx a mis en mouvement, les conflits majeurs tournent autour de la baisse du taux de profit et des hautes technologies qui permettent justement l'extorsion de plus-value. La Russie a toujours été un capitalisme d'État archaïque qui n'a jamais dérangé l'ordre américain. Yalta est un partage entre l'Amérique et la Russie soviétique pour empêcher que le danger, il n'y en a qu'un pour les États-Unis, l'Europe, se redresse. L'amiral Sanguinetti, quand il était dans les forces de l'OTAN, avait un jour entendu un général américain lui dire « De toute manière, nous n'avons qu'un ennemi, c'est vous, l'Europe. Un jour, il nous faudra vous détruire. » Ça y est, la destruction est opérée par le marché économique européen et tous les résultats de l'imposture construite par Jean Monnet. Tout est en marche. La Russie n'est pas un problème. Quand les gens, et ça c'est décisif, les conflits entre l'Amérique et la Russie sont des lieux de théâtre mystificateur. Ce qui fait peur à l'Amérique, c'est si l'ordre européen autonome allait investir en Russie. Parce que la Russie, au terme de ces 40 années de capitalisme d'État soviétique, elle est moribonde. Alors bien sûr, ils ont le gaz, bien sûr, ils ont des ressources premières. Mais en termes de technologie capitaliste compétitive, il n'y a rien. Alors il y a un petit secteur militaire qui est encore relativement dynamique, mais au niveau de la concurrence capitaliste internationale, la Russie, c'est rien. La Chine, c'est pareil. La Chine, elle a des réserves de billets. Mais la Chine, en termes de technologie, ce ne sont que des technologies archaïques de second niveau
qui nous produisent des ordinateurs ou des trucs comme ça. Mais dans la guerre dans la guerre des missiles de croisière, les États-Unis ont 20 ans d'avance. Un jour, il y a eu un affrontement dans le Golan entre les chasseurs supersoniques russes les plus modernes et les F-16 américains. La chasse syrienne a été décimée. Donc l'idée qu'il y a un conflit possible entre la Russie et les États-Unis, c'est un leurre. Ce qui fait peur aux Américains, c'est, pour certains d'entre vous, peut-être vous connaissez le traité de Rapallo, c'est l'émergence d'un nouveau Rapallo. Le traité de Rapallo, c'était une alliance entre l'Allemagne des années 20 et la Russie pour contrecarrer l'Amérique. Vastes espaces soviétiques, technologie de pointe allemande. Ça fait peur à l'Amérique. Mais la Russie toute seule, non. Et toutes les opérations de diversion sur l'Ukraine, comme on en a connu pour la Géorgie ou ailleurs, c'est des diversions pour que les Européens à la botte restent à la botte. La cible de ces opérations-là, c'est pas Poutine. C'est le capitalisme américain qui doit rester sous diktat américain. J'ai beaucoup de mal à appréhender la façon dont vous voyez concrètement comment ça va se passer pour le retour à ces communautés de lettres. Est-ce que vous imaginez d'abord que ça va venir, ou bien alors ce sera un tel effondrement qu'il y aura même plus de vie sur Terre? Et si vous pensez que ça va venir, comment est-ce que vous voyez les choses? Par exemple, dans le survivalisme, on a des gens qui disent tiens, on va essayer de cultiver légalement notre jardin, sans utiliser de l'argent. Est-ce que vous voyez ça plutôt d'un bon oeil, ou alors ça aussi, ça fait partie du grand théâtre? Que les gens se posent la question de savoir demain, quand le système va s'effondrer, que de vastes paralysies vont survenir, comment on mangera, comment on s'occupera de nos déchets, bon, ça me semble naturel. Que des gens, à partir de là, creusent une problématique d'implantation de certains territoires. C'est possible aussi, mais c'est absolument pas l'essentiel. L'essentiel n'est pas de savoir si on pourra avoir des potagers bleus, rouges ou jaunes. La question essentielle de notre incendie historique pour retrouver notre qualité d'être humain, c'est comment effectivement le grand effondrement va se produire. Et le grand effondrement va se produire quand on sera effectivement au niveau ultime de la crise cataclysmique. Marx parle de l'implication réciproque. Qu'est-ce que le capital? C'est une implication réciproque entre le capital et le travail, entre l'oppression et la domestication. Il y a un moment donné qui est objectif, où l'implication réciproque s'invalide. Dans le cadre des mécanismes de saturation des marchés, dans le cadre des mécanismes de renversement du crédit, le processus de l'implication réciproque va s'invalider. Et comment il va s'invalider? Ça produira mai 68, puissance 60, puissance 600, puissance 10 000. C'est-à-dire que entreprise par entreprise, région par région, secteur par secteur, pays par pays, la nécessité de l'application réciproque s'invalidant va paralyser tous les tissus industriels, commerciaux et financiers, et les gens seront contraints. Les gens seront contraints parce que des champs entiers de la vie industrielle et commerciale vont leur tomber sur la tête. Les gens seront contraints de s'insurger pour effectivement d'abord survivre et ensuite vivre. Mais ce qui est décisif, c'est la dynamique collective. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai fait pas mal d'assemblées générales et je me dispose toujours, quand je fais des assemblées générales, quels que soient les secteurs, à faire les premières et à faire celles qui suivent après, mais laisser toujours un temps. Je ne retrouve jamais, au bout d'un certain temps, les mêmes qu'au début. Ce sont les mêmes physiquement, mais la maturation. Ce qui est décisif, c'est la maturation. Quand vous faites une expérience de rencontre, dans le cadre d'une lutte, où les choses se redessinent, où votre quotidien commence à prendre du sens, où les gens se parlent, parce qu'aujourd'hui, les gens ne se parlent pas. On a l'économie... les gens ne se parlent pas au sein du couple, les gens ne se parlent pas hors du couple, les gens ne se parlent pas dans la famille, les gens ne se parlent pas au boulot, tout est factice. Tout est dans l'économie narcissique de la représentation, de l'angoisse, de la séduction, du faire semblant, tout. On est arrivé au point où le fétichisme de la marchandise, c'est ce que dit Marx, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des marchandises dans des stocks, c'est toute notre vitalité intérieure qui est confisquée, nos fibres intérieures, c'est le fétichisme de la marchandise. On est devenus des marchandises en mouvement pathologique. Quand ça va se mettre à bouger et à parler, vous ne serez plus le même, je ne serai plus le même. Les questions que vous vous posez aujourd'hui seront résolues de par le fait même qu'il y aura la parole collective.
La parole collective est lucide, parce que là, on a tous des interrogations individuelles, sectorisées, aliénatoires, à partir de nos propres parcours d'angoisse spécifiques. Dans le champ collectif d'un gigantesque basculement, dans le champ d'une gigantesque bousculade, tout se redéfinit. C'est ce qu'explique très bien Orwell. Orwell, dans Catalogne, mais il vous montre qu'à Barcelone, des groupes entiers, alors là c'est une expérience limitée, mais là ce serait une expérience transcontinentale, des groupes entiers redessinent tout. Et c'est pris parce qu'il y a une dynamique de joie, la vraie joie. Pas la joie couillonne d'aller au cinéma le soir pour se distraire parce qu'on s'ennuie, mais la joie d'une véritable illumination intérieure. Dernière question. D'accord. Alors en fait, quand vous dites que le capital va tout détruire, donc les nations, tout ce qui existait avant, est-ce que vous pensez qu'il aura le temps de détruire ce qu'on appelle communément les races et qui va faire de nous toute une humanité métissée, ou est-ce qu'avant qu'on arrive à ce stade-là, on pourra changer la donne? Je ne pose pas le problème en termes de destruction des usines, élimination des races. On est arrivé au point où tout ce que le capital va entreprendre va s'invalider. Et vous parliez de Dieudonné tout à l'heure. Il faut creuser l'archéologie de l'histoire de Dieudonné parce que c'est un symptôme de quelque chose de bien plus profond. C'est pas le rire d'un comique qui a débordé, qui a trouvé des assises qui se diffusent. Il y a quelque chose, même le spectateur de Dieudonné le plus bête, celui qui va rire pour rire, il ne sortira pas indemne de ce qu'il a entendu dans les spectacles de Dieudonné et de ce que la crise sociale va produire. Parce qu'il y a des temps décalés. Il y a des temps décalés. Moi, je sais que je diffuse des textes, les gens me disent « ça sert à rien ». Et je dis « mais non, le texte, il rentre dans la mémoire profonde. Des fois, vous avez des textes qui n'ont pas d'écho pendant 1 an, 6 mois, peu importe. Puis, les gens rencontrent une expérience de vie, et ce texte qu'ils avaient oublié, ça produit un tilt qui génère d'autres perceptions. Et Dieudonné, c'est pareil. Je veux dire que le fait que Dieudonné ait produit ce qu'il a produit, que ça ait produit une telle crise institutionnelle dans la représentation symbolique du fétichisme de la marchandise, ça veut dire que finalement, les temps d'apocalypse sont en train de survenir. Oui. Et la religion, le capitalisme et la religion, comment est-ce que ça s'articule? Alors d'abord, il y a les religions. Alors, dans la communauté de l'être, il n'y a pas de religion, parce que le sacral est une immanence participative, c'est-à-dire que tous ces groupes-là, ce qui est très intéressant, c'est les textes des dominicains et des franciscains en Huronie, Huron. Et on a des tonnes de documentation là-dessus, et alors les curés et les moines sont étonnés, ils n'ont pas de prêtres, il n'y a pas de division du travail, c'est-à-dire que, si vous voulez, le sacral n'est pas l'autre du monde. Dans l'Église catholique classique, comme chez les musulmans et encore plus chez les juifs, Dieu est l'autre du monde. Dans la sacralité, le divin, puisqu'il n'y a pas de Dieu, le divin est l'automouvement du monde. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. L'être, chaque être humain, chaque être de terre, est le divin. Tout est le divin. Le divin est l'automouvement du monde. Il est impossible dans la communauté organique, quel que soit le continent, la longitude, la latitude, d'imaginer qu'il y ait quelque chose de divin qui serait un autre du monde. Le divin est le souffle de vie de la totalité du monde. C'est-à-dire que l'énergie totale, c'est le divin. L'ensemble énergie-matière, voilà. L'énergie et la matière et l'être qu'on est sont une seule et même chose. Tout ça participe d'une même lumière de sacralité. Par contre, quand la religion émerge, en même temps que le travail, que l'aliénation, que l'argent, que l'économie, que la politique, elle doit produire un divin aliéné qu'elle va appeler Dieu et qu'elle va positionner dans l'autre du monde. Puisque l'apparition de l'argent, c'est l'apparition de la séparation, du clivage et du scindé. Ce qui crée l'homme de la communauté organique, c'est qu'il n'est séparé de rien. Il est en communion permanente avec les autres, avec la terre, avec l'eau, avec les animaux, avec tout. L'homme organique est en communion avec le tout. L'homme civilisationnel est séparé de tout
et il n'est en relation avec le tout que par des médiations aliénatoires. L'écriture, l'argent, le pouvoir, la religion, etc. Il y a une religion qui est, entre guillemets, moins aliénatoire que les autres, parce que la force du message christique était tellement puissante que malgré le cadenassage, elle transpire la radicalité. Un truc très bête, les juifs lapident la femme adultère. Les musulmans lapident la femme adultère. Quand le Christ arrive et dit « Mais foutez-lui la paix », qui parmi vous a suffisamment de substance pour la juger? Il produit un incendie cosmique. Il y a une radicalité là-dedans qui est absolument folle. Comprenez la différence? Il y a dans la religion catholique quelque chose, parce que le Christ était tellement puissant dans son incandescence radicale, que ça passe. Mais on retrouvera notre sacralité contre les religions, parce que les religions sont la domestication de notre sacralité. On va finir là-dessus. Merci, alors pas d'applaudissements s'il vous plaît. Ting ting,我来了。如果我到北京去，我从法国要来了。